Moi, Esra, 24 ans, j'étais une présence constante et rassurante ici. J'étais l'ombre fiable, la seconde voix sur la console, le destinataire des 12 attentions d'Aurore, sa mère. Aurore avait 61 ans. Une femme qui portait sa maturité non comme un fardeau, mais comme une richesse. Sa beauté était intemporelle, raffinée par le temps qui consumait les mères de mes pères. Elle était l'idéal inaccessible, encadrée par le chaos familier de sa cuisine et pourtant toujours totalement hors de portée. À présent, Samuel était au milieu de là, plongé dans les exigences dévorantes d'un programme universitaire lointain. Il avait laissé derrière lui un silence qui, d'abord un soulagement, devenait rapidement oppressant, un vaste espace résonnant qui semblait anormal dans une maison construite pour le bruit et l'activité trépidante. J'étais toujours là, maintenant le lien ténu soi-disant pour prendre des nouvelles d'Aurore. Mais cet arrangement ressemblait moins à une faveur faite à Samuel, à un sens du devoir filial, qu'à un acte nécessaire de préservation émotionnelle tacite pour elle, et peut-être plus dangereusement encore, pour moi-même. Si vous lisez ceci, vous connaissez la dynamique de voir la mère de votre meilleur ami, la constante de votre jeunesse, passer soudainement d'une figure de fond à l'effrayant point focal de votre vie. C'est dérangeant, profondément injuste et pourtant d'une réalité enivrante. Votre perspective est la seule carte que j'ai pour ce territoire interdit. La tension était méticuleusement tissée de proximité, d'histoires partagées et d'une profonde absence partagée. J'ai vu les subtiles vulnérabilités que Samuel, aveuglé par son propre égocentrisme, n'avait jamais pu voir, le léger tremblement de sa main lorsqu'elle remplissait sa 3e tasse de café en fin d'après-midi, la façon dont elle s'attardait sur le seuil du salon, inventant de petites questions insignifiantes, espérant une excuse pour rompre le silence qui s'installait. Je n'étais pas son fils et je n'étais certainement pas un simple invité. J'étais témoin de sa profonde et dévorante solitude. Un mardi soir, la routine établie de cette distance polie et partagée se brisa irrémédiablement. Elle avait insisté pour que je reste dîner non pas pour un repas complet, mais pour un simple dans la cuisine plutôt que dans la vaste et froide salle à manger formelle. L'arôme des herbes et du poulet rôti, un souvenir sensoriel qui s'étendait sur une décennie de ma vie, emplissait l'espace confiné. Nous avons parlé de tout, sauf du lourd et suffocant silence qui régnait constamment entre nos 2 chaises. Finalement, elle rompit le pacte tacite, soudain, une tension palpable s'installa. Samuel a appelé cet après-midi, dit-elle doucement en picorant distraitement son assiette, le regard fixé sur le plateau usé de la table en acajou. Il a l'air apaisé, trop apaisé. Peut-être a-t-il déjà trouvé sa nouvelle vie, son nouvel élan ? C'est bien, Aurore, répondis-je en m'efforçant d'adopter un ton désinvolte, mais mon manque de conviction était flagrant. Il est exactement là où il doit être. C'était toujours le but. Elle leva alors les yeux et l'honnêteté qui transparaissait dans son regard était saisissante, brute et totalement sans phare. Non, Esra, ce n'est pas bon. C'est une prise de conscience soudaine et terrifiante. Il n'a plus besoin de moi, pas comme avant, pas comme j'en avais besoin. J'ai été reléguée au rang de voix sporadique au téléphone, de signatures nécessaires sur un chèque, de souvenirs commodes. Cet aveu soudain, cuisant, fut comme un coup de foudre, brisant instantanément la frontière délicate et polie que nous avions maintenue. Je me penchai en avant, les coudes fermés sur la table, réduisant la distance physique et émotionnelle entre nos 2 chaises. Il a 24 ans, Aurore. Il est censé passer à autre chose. C'est tout l'objectif d'être une bonne mère, n'est-ce pas ? Se rendre inutile. Son expression s'est légèrement durcie, un éclair de douleur défensive traversant son visage. Il n'utilise pas ce titre, Esra, pas maintenant. Nous ne parlons pas de rôle familial. Nous parlons de l'absence profonde, vide, qui définit désormais cette cuisine, toute cette maison et ma vie imprévue et non désirée. Alors, parlons de la véritable absence, insistai-je, ma voix s'abaissant en un ton intense et grave totalement celui qui était là avant même que Samuel ne fasse ses valises, son dernier carton, le silence qui a précédé son départ. La façon dont tu as erré dans cette maison comme une relique préservée pendant des années, attendant que quelqu'un remarque que tu es toujours en vie sous le rôle. L'accusation était brutale et entièrement vraie. Elle, visiblement, son calme, cette magnifique façade immuable se fissura enfin. Tu vas trop loin, Esra. Tu as 24 ans.
Tu ne pouvais pas comprendre les compromis et les sacrifices nécessaires d'une vie vécue pour quelqu'un d'autre. Je comprends le prix dévastateur d'un long mensonge, répliquai-je sans relâche, mon regard ne quittant jamais le sien. Et je t'ai vu le payer, Aurore. Je t'ai vu troquer ta vie vibrante contre le confort d'une routine insignifiante. Et je sais que je ne devrais pas dire ça, mais je suis absolument fatiguée de voir la femme que j'attrape avant qu'elle ne s'échappe, la femme que je respecte et admire si intensément souffrir dans cette solitude qu'elle s'impose. Ses yeux s'écarquillèrent, révélant un mélange terrifiant et complexe de surprise, de profonde douleur et d'une reconnaissance naissante. La distance familière avait été violemment et délibérément effacée. Elle vit les années d'observation refoulées, les années d'admiration silencieuse et intense, toutes culminant dans cette unique et intense confrontation autour d'une assiette qui refroidissait. « Qu'est-ce que tu crois voir, Esra ?» lança-t-elle d'une voix fragile, presque désespérée, me mettant au défi de révéler toute l'étendue de ma violation émotionnelle. « Je vois la sincérité dans tes yeux en ce moment, murmurai-je en retirant ma main de la table et en la posant légèrement, délibérément sur le bois usé entre nous. Une invitation ouverte, une reconnaissance tangible de la barrière que nous étions sur le point de franchir. Je vois la belle femme qui mérite mieux que les rôles étriqués qu'on lui a assignés. Et je pense que nous savons tous les deux que la frontière entre le fils de l'ami et l'homme qui te voit vraiment a disparu depuis bien trop longtemps. La cuisine, sanctuaire d'Aurore et le cœur émotionnel de la maison, était engloutie par un silence plus absolu que toute absence que Samuel ait jamais créée. Elle fixa ma main, posée à quelques centimètres de la sienne sur la table en acajou usé, puis leva les yeux vers moi. Ma violation délibérée et calculée de l'étiquette, l'aveu d'une admiration de longue date, inconnue, l'avait paralysée. Je n'étais plus la figure polie en arrière-plan. J'étais la force centrale dangereuse dans son foyer vide. « Tu viens dans cette maison depuis 10 ans, Esra, dit-elle, la voix tremblante, essayant de se raccrocher au passé. Tu étais l'ombre de Samuel. Tu l'as vu grandir, tu es de la famille. Tu ne peux pas simplement effacer toute cette histoire parce que tu crois que je suis seule. Je suis en train de la démanteler parce que cette histoire est la barrière derrière laquelle tu te caches, rétorquai-je d'une voix basse et posée, refusant de lui permettre de se réfugier dans des titres confortables. Samuel est parti. Son père est pratiquement absent. La réalité, c'est que nous sommes dans une maison très silencieuse et toute la structure de notre relation repose sur un mensonge de convenance. Tu as besoin d'une personne de confiance qui ne te jugera pas et j'ai besoin d'une connexion qui ne soit pas superficielle. Elle se leva brusquement, repoussant sa chaise dans un léger grincement désespéré contre le sol. Elle s'éloigna de la table vers la grande baille vitrée qui donnait sur le jardin sombre, cherchant un point de vue qui ne serait pas sous mon regard scrutateur. Tu parles de mensonges, mais tu en crées un bien plus complexe et inacceptable, teinté d'une peur et d'une colère authentiques. Ce n'est pas un débat philosophique, Esra, c'est une trahison. C'est une profonde violation de confiance envers ton meilleur ami. Un homme qui t'a confié les clés de sa maison et sa confiance. Trahison à qui, Aurore, me redressai-je, laissant ma stature imposante faire partie de la confrontation. Je la suivis lentement, laissant ma présence devenir un élément incontournable de la pièce. Trahison à l'idée de Samuel qui ne t'a pas vraiment regardé depuis 3 ans, ou trahison à la femme vivante et respirante qui se tient là, qui a soif d'honnêteté. Je voyais le conflit faire rage dans ses yeux, l'instinct maternel et la fidélité profondément ancrée se battant contre le soulagement brut et terrifiant d'être vue comme une femme, non pas une mère, non pas une épouse, mais une personne avec des désirs insatisfaits. Les années qui nous séparaient, qu'elle utilisait habituellement comme une barrière, ressemblaient maintenant à un défi désespéré et excitant. « Tu fais tout ça comme si c'était un complot », murmura-t-elle en faisant tourner son alliance à son doigt, son poli captant la faible lumière du zénith. Je ne suis pas désespérée. Je m'adapte simplement aux transitions paisibles de la vie. La pitié n'est pas ma motivation, Aurore, insistai-je d'une voix plus dure, la forçant à affronter la véritable nature brute de mon intérêt, ce qui ressemblait davantage à une impatience viscérale, accablante. L'impatience de voir quelqu'un avec ta profondeur et ta vitalité se laisser effacer. J'en ai assez de prétendre que mon respect pour Samuel compte plus que la réalité de ton profond et sincère malheur. Je comblais la dernière distance qui nous séparait, si près que l'air entre nous était chargé d'un souffle partagé et d'une histoire non dite. J'ai baissé les yeux,
observant la ligne délicate de sa robe, un coton simple et élégant et la police et parfaite de son épaule, à peine visible au-dessus du décolleté. Je pense, murmurai-je, mon regard se posant à nouveau sur ses yeux, se concentrant sur le léger tremblement involontaire de son semble que la réalité nous invite à cesser d'utiliser les titres comme de commodes boucliers émotionnels. Je vois Aurore, tu vois, elle sera pas l'amie de la mère, pas la mère de l'ami absent, juste deux personnes vivant dans un espace soudainement intensément partagé. J'ai levé la main lentement, délibérément. C'était le moment de l'ultime intrusion. Au lieu de la joue ou du bras, j'ai doucement caressé la mèche rebelle qui était tombée sur son front, la glissant derrière son oreille. C'était un acte d'une profonde tendresse, totalement inhabituel, un geste qui reconnaissait sa beauté et sa vulnérabilité en dehors des rôles qui lui étaient assignés. « C'est fondamentalement mal, Esra, murmura-t-elle, les yeux écarquillés, mais son visage demeurait figé, acceptant l'acte. « C'est la vérité, Aurore, rétorquai-je d'une voix à peine audible. La vérité sur l'insoutenable tension qui nous étouffait tous les deux dans cette maison silencieuse. La vérité, c'est que je ne venais pas ici uniquement pour utiliser le Wi-Fi de Samuel. Je suis venue ici parce que je savais instinctivement que tu avais besoin de quelqu'un qui verrait enfin la femme derrière ce nom. J'ai laissé mes doigts se poser un instant derrière son oreille, mon pouce effleurant la peau sensible de son cou. Un contact minimal, mais un contact dont le message était absolu. La barrière physique était brisée. Elle n'a pas bronché, n'a pas reculé. Elle me fixait simplement, respirant superficiellement, les yeux sombres et consumés par le conflit. La peur initiale laissait rapidement place à une curiosité palpitante. Le regard d'une femme qui décidait enfin si le risque d'une reconnaissance véritable et sans fardeau valait le prix de son intégrité si longtemps préservée. « Je veux que tu t'éloignes de moi, Esra, exigea-t-elle. Mais l'ordre était une formalité, une supplique silencieuse qui manquait de conviction. « Je le ferai, je te le promets, dis-je, ma voix rauque, sans bouger d'un pouce. Dès que tu me diras que tu préfères retrouver le silence rassurant au silence actuel. » Elle resta muette, prise au piège entre l'image qui s'estompait de son mariage dévoué et le besoin indéniable et dévorant de reconnaissance que je lui offrais. Ce silence persistant était ma victoire finale et totale. Nous n'étions plus des amis de la famille. Nous étions complices dans une profonde solitude partagée. La cuisine était désormais entièrement à nous, transformée d'un espace domestique en un lieu profondément défini, uniquement par la tension palpable entre nous. Mes mains posées sur les épaules élégantes d'Aurore étaient l'ultime manifestation physique de mon désir ardent. L'air était imprégné du parfum des herbes grillées du dîner qui refroidissait et de son léger parfum signature, un parfum mature et complexe qui avait toujours symbolisé sa présence inaccessible. Le silence qui régnait désormais était une profonde reconnaissance. Elles avaient été rituellement consumées par la solitude partagée. Elle s'éloigna finalement de cette proximité. Mais le mouvement était lent, délibéré et teinté d'une douloureuse réticence. Elle fit 2 pas en arrière, posant ses mains à plat sur le comptoir de granit froid, prenant des respirations mesurées comme pour se retenir contre le courant émotionnel qui menaçait de l'emporter. Je suivais chacun de ses mouvements du regard, laissant mes yeux s'attarder sur la courbe vulnérable de son cou et la légère rigidité de sa posture. « Le silence est le choix le plus sûr, Esra », répéta-t-elle d'une voix désormais calme, mais empreinte d'une féroce et douloureuse auto-irritation. « C'est le choix que mon mari et moi avons délibérément fait il y a des décennies. Tu ne m'offres pas de solution. Tu me forces à choisir l'option la plus dangereuse. Celui qui anéantit toute menace de roc que je devais à l'homme qui t'a donné les clés de cette maison et à celui qui a financé toute ta jeunesse. La sécurité est une aurore en cage, contre-interpellai-je d'une voix basse et implacable. Je l'ai suivie, m'arrêtant juste derrière elle, trop près pour être à l'aise, mais pas assez, laissant planer mon ombre sur elle. Le roc est une dette insignifiante quand elle est payée avec des années de souffrance émotionnelle. Je ne te demande pas de gâcher ta vie. Je te demande de reconnaître la vraie vie que tu vis en ce moment même dans cette maison avec moi, celle où ta vérité résonne fort et où le poids insoutenable de ta solitude est la seule chose que nous partageons vraiment. Elle se retourna vers moi, les yeux flamboyants d'un mélange intense et terrifiant de ressentiment et d'une profonde reconnaissance soucieuse. Sa façade sophistiquée avait disparu,
remplacée par la vulnérabilité brute et captivante d'une femme aux prises avec une vie entière de contraintes émotionnelles. Et que signifie vraiment cette vérité partagée pour nous, Esra? Nous sommes séparés par 38 ans d'histoire et toute la structure de la famille que j'ai créée. Tu ne peux pas simplement rejeter ce récit parce que je traverse une crise. Je ne le rejette pas, insistai-je. Ma main se posa lentement et délibérément sur le bas de son dos, effleurant le coton doux de sa robe. Le contact fut immédiat et absolu. Une affirmation que je savais qu'elle était impossible de se tromper car Samuel est distant par sa propre volonté et sa mère est là, présente et avide d'une connexion qui ne dépend pas de ses appels téléphoniques occasionnels et obligatoires. Je t'offre la fidélité, Aurore. Non pas la fidélité à l'homme qui détient le titre de propriété, mais la fidélité à la vérité de cet instant intense. Nous sommes tous deux épuisés d'avoir joué le rôle du jeune homme calme et reconnaissant et de la mère digne et résiliente. Nous nous arrêtons maintenant. Sa respiration se coupa. Elle savait que le mot fidélité dans ce contexte signifiait un dévouement absolu, une dévotion dévorante à la trahison partagée. Tu me regardes et tu vois l'avenir que tu as choisi de ne pas avoir, murmura-t-elle, une lueur de douleur et de désir traversant son regard. Ce genre de passion spontanée et libre que j'ai troqué contre la permanence et la stabilité il y a des années. Je te regarde et je vois un présent qui est totalement gâché, rétorquai-je, la voix lourde d'une conviction absolue inébranlable, ma main restant fermement posée sur son dos. Je vois une femme qui en a assez d'attendre la permission de vivre pleinement à nouveau, désirée au-delà de son titre. Et je vois un homme qui en a assez d'attendre la permission d'être réel, quelque chose qui efface complètement les rôles qu'on nous a assignés. J'ai exercé une légère pression sur son dos, l'incitant à se rapprocher. Elle n'a pas résisté. Elle s'est laissée entraîner par-dessus l'espace infime jusqu'à ce qu'elle soit pressée contre moi, le doux tissu de sa robe contre ma chemise, la douce et troublante pression de sa nature. C'était le point de non-retour. Elle ne bougea pas en arrière. Au contraire, elle se laissa aller au contact, la tête renversée en arrière, les yeux fermés, un profond soupir mêlant désespoir et soulagement s'échappant de ses lèvres. C'était une soumission totale, non pas à ma force physique, mais à l'inévitabilité écrasante de la vérité émotionnelle que je l'avais forcée à affronter le point immense et insupportable de ses besoins inavoués. Le masque est tombé alors, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, confirmant le caractère ultime et interdit de notre lien. Tu as exactement ce que tu voulais, Esra. La vérité est là maintenant. Nous sommes liés par cela. Mes bras l'entourèrent, la serrant contre moi en sécurité dans le cercle de mon étreinte. Un geste totalement étranger à toute famille, profondément réconfortant et profondément transgressif.